L'exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mercredi 4 septembre 2019. Tout de suite les titres. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi présentera son rapport final devant le Conseil de l'ONU des droits de l'homme au cours de ce mois de septembre, dans lequel elle va démontrer la persistance de la violation des droits de l'homme au Burundi. Les militaires burundais envoyés dans les missions de maintien de la paix en Somalie n'ont pas encore reçu leur salaire depuis le début de l'année 2019. L'Union européenne promet toutefois de régler la situation d'ici peu. Le président sud-africain condamne fermement les violences xénophobes ciblant les étrangers résidant en Afrique du Sud. Dans ce journal, vous allez le suivre. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, à la cabine de son, Fabrice Ndimurukundo, Emile Nuasumba assure la prise d'image. Bonsoir, débutons par la page Droits de l'homme. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi présentera son rapport final devant le Conseil de l'ONU des droits de l'homme à Genève en date du 17 septembre cette année en 2019. Au cours de cette 42e session, la commission d'enquête sur le Burundi aura à démontrer la persistance de la violence des droits de l'homme au Burundi et surtout au cours de cette période de préparation des élections de 2020. Le président de cette commission relève de nouvelles formes de violence liées aux conjonctures de préparation de ces élections. Suivez Doudou Diène et s'est entretenu avec Janvier Ninahadzwe. La première chose vraiment nouvelle, importante, et qui est le facteur peut-être de grande sensibilité du rapport, c'est que le Burundi est entré dans un contexte préélectoral et électoral, les élections de 2020. Et les processus électoraux ont toujours été au Burundi, comme dans d'autres pays, mais surtout dans toutes ces régions, le moment de violation grave des droits de l'homme, parce que c'est le moment aussi des compétitions et des luttes pour le pouvoir. Et ça, c'est un facteur d'alerte d'une immense importance qui fait que la communauté internationale doit être beaucoup plus vigilante sur la situation au Burundi. Le deuxième point que nous avons apporté, je crois, de tout à fait nouveau cette fois-ci, vraiment, c'est que nous avons non seulement souligné le contexte préélectoral et électoral, mais nous avons voulu donner à la communauté internationale des instruments pour la prévention et le monitoring, donc le suivi des violations des droits de l'homme. C'est-à-dire que nous avons adopté le travail fait par différents mécanismes des Nations Unies et que beaucoup de gens ne connaissent pas, et nous avons utilisé ce qu'ils appellent les facteurs de risque de violation des droits de l'homme et sur lesquels on va se baser pour savoir, répondre à la question fondamentale suivante. Notre rapport précédent parlait de persistance des violations des droits de l'homme et donc sur la base de ces facteurs de risque et dans un contexte électoral, c'est de voir s'il doit y avoir aggravation ou non de la violation des droits de l'homme. Et quelles sont entre autres ces violences qui seraient directement liées aux élections de 2020 ? Il y a les violences qui sont liées au droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité physique qui continuent, c'est-à-dire tout ce qui touche aux exécutions sommaires, aux emprisonnements, aux arrestations arbitraires, à la torture, aux violences sexuelles. Il y a aussi les violations qui sont liées aux libertés civiles, c'est-à-dire tout ce qui touche à la censure et au contrôle des médias, le contrôle des organisations non gouvernementales, la restriction de l'opposition politique, donc la réduction de l'espace démocratique, le contrôle des mouvements des individus et le contrôle des églises, même des églises maintenant qui sont maintenant menacées, les restrictions au droit de vote libre dans le contexte de 2020. Et enfin, il y a les violations des droits économiques et sociaux et culturels, c'est très important, sont souvent ignorés par les commissions d'enquête. Mais quand les violations des droits de l'homme atteignent, les violations des droits civils et politiques atteignent un certain niveau de gravité, leur impact immédiat, au-delà des violations dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est sur le niveau de vie et le bien-être de la population, c'est-à-dire les droits économiques, sociaux et culturels. Tout ce qui touche à la santé, à l'éducation, au logement, au poignet de la ménagère. Et ces droits-là, il y a un pacte qui a été adopté et qui les définit. Et donc, nous avons estimé qu'il faut les signaler et les suivre.
C'était Doudou Diène, président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi. Et en page sécurité, le président de la Ligue des droits de l'homme, Iteka, estime que les tueries ne peuvent pas s'arrêter en cette période où les élections approchent au Burundi. Ancherniko Yagidze indique que c'est l'arme que le gouvernement a utilisée même en 2015. La Ligue Iteka pense que le gouvernement de Gitega réactive sa tactique pour faire peur aux opposants et à toute personne qui milite pour le changement, surtout qu'on approche la phase électorale. Dire qu'il y a moyen d'arrêter cette criminalité en ce moment, à la Ligue Iteka, on trouve que ça serait un rêve, surtout que c'est une arme qui a été utilisée par le pouvoir en place en 2015 et qui a bien réussi, vu qu'une grande partie des leaders des partis d'opposition, les membres de la société civile qui gênaient, ont dû fuir. Ce n'est pas aujourd'hui donc, dans cette période délicate, que le pouvoir de Gitega va désarmer. Depuis lundi, 6 personnes ont été tuées dans différents coins du pays. Le mois dernier, l'effectif des personnes tuées sur le territoire burundais s'étant élevé à 24. Toujours en page droit de l'homme, 2 photographes résidant en mairie de Bujumbura sont incarcérés au cachot du commissariat de la police en province Makamba. Depuis dimanche dernier, ils sont accusés d'avoir pris des images avec un drone sans permission alors qu'ils tournaient un nouveau clip pour la chorale catholique de la paroisse Nyanzarake. Le point avec Onésime de Shimagidze. Les 2 personnes qui ont été arrêtées ce dimanche au chef-lieu de la commune Nyanzarak venaient de la ville de Bujumbura. Ils se rendaient dans cette commune à l'invitation de la chorale de la paroisse catholique de Nyanzarak qui voulait tourner un nouveau clip. Selon des informations recueillies auprès des habitants résidant au chef-lieu de cette commune, les 2 photographes ont été arrêtés, accusés d'avoir pris des images avec un drone sans permission. Ils prenaient une vidéo pour la production d'un nouveau clip de la chorale catholique de l'école Nyabigina dans la paroisse de Nyanzarake. C'est à ce moment qu'on les a arrêtés, arguant qu'ils avaient la permission de prendre des photos, mais non d'utiliser un drone. Pour le moment, ils sont détenus au commissariat provincial de Makamba sur ordre du gouverneur et du commissaire provincial de Makamba. Nous avons essayé de contacter à ce propos Gade Nyukuri, gouverneur de la province de Makamba, mais sans y parvenir. Merci Onésime. Dushimagidze, l'administrateur de la commune Bwambarangwe, en province Kirundo, devrait punir selon le code pénal car elle a torturé une mineure alors qu'elle était censée de la protéger. Réaction de maître Janvier Bigirimana qui précise que cette autorité devrait aussi payer les frais de dédommagement à la famille de la victime. Suivez plutôt maître Janvier Bigirimana. Le comportement qui a été affiché par l'administrateur communal de Bwambarangwe en province Kirundo, c'est un comportement qui viole de fond en comble les différentes lois du Burundi, y compris la loi fondamentale qui est la Constitution, parce que cette dernière garantit la liberté d'appartenir dans des activités politiques, mais aussi elle garantit le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique. Les autres lois qui ont été violées, c'est notamment la loi sur les partis politiques, mais aussi le code pénal burundais. Nous devons se référer notamment aux articles 206 et suivants qui sanctionnent les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et une aggravation de la peine lorsque ce genre d'actes sont commis sur une mineure ou sur d'autres personnes qui présentent une certaine vulnérabilité. Dans ce cas bien précis, l'administrateur a en cours des sanctions sous 3 volets. En premier lieu, le volet pénal, parce qu'elle s'est rendue coupable d'une violation de la loi pénale. La loi prévoit un emprisonnement de plus de 20 ans dans son cas. Le parquet général de la cour d'appel d'Ongozi devrait se saisir le plus immédiatement possible de ce cas. Une autre sanction, c'est sous le volet civil. En vertu de l'article 258 du Code civil, livre 3, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui doit être réparé. Et dans le cas d'espèce, il y a un préjudice énorme qui a été causé à la victime et à sa famille. Nous pensons que ça, c'est un préjudice qui doit être réparé. C'est la justice burundaise qui est compétente pour pouvoir prononcer la sanction civile sur ce point-là. Mais du côté administratif et politique, nous pensons qu'il y a des sanctions disciplinaires qui s'imposent, être destitué de ses fonctions.
C'était Maître Janvier Bigirimana, l'administrateur de la commune Gambarangwe de la province Kirundo, a tabassé une élève qui était allée danser pour l'inauguration de la permanence du parti Senel. Et en page gouvernance, les militaires burundais envoyés dans les missions de maintien de la paix en Somalie réclament leur salaire de cette année 2019. Des salaires qui n'ont pas encore été versés par l'Union européenne suite au retard dans la signature des accords avec l'Union africaine. L'Union européenne promet toutefois qu'elle va régulariser d'ici peu. Suivez Josiane Muzaneza pour plus de détails. La première catégorie des militaires burundais qui réclament leurs indemnités est déjà retournée au pays. Selon un de ces militaires en mission de maintien de la paix en Somalie, cela réclame 6 mois d'arriérés. Je fais partie de ceux qui sont rentrés. Il s'agit des 46e, 47e, 48e et 49e bataillons. Nous réclamons 6 mois de salaire. Ces 4 bataillons ont été relevés au mois de juin par ceux des 51e, 52e, 53e et 54e bataillons, lesquels n'ont non plus touché à aucun salaire depuis leur arrivée. Sans aucune autre source de revenus, ces militaires burundais demandent d'être rétablis dans leurs droits, surtout qu'ils n'arrivent plus à faire vivre leur famille. La situation est invivable. Non seulement nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, mais les bailleurs menacent de nous expulser de leur maison. Nous sommes vraiment dépassés par les événements. Vous saurez qu'aucun militaire en mission de maintien de la paix en Somalie n'a touché d'indemnité depuis le début de cette année en cours. Contacté par la RPA à propos de ces lamentations, l'Union européenne qui finance la mission onusienne de maintien de la paix en Somalie assume la responsabilité de ce retard de paiement, un retard qui, selon un des responsables de cette institution, est consécutif à l'accord de partenariat pour l'année 2019-2020 entre l'Union européenne et l'Union africaine qui coordonne cette mission qui a tardé à être signée. Néanmoins, l'Union européenne tranquillise ses militaires et promet de les régulariser prochainement. Merci Josiane Muzaneza. Concernant les arriérés des années antérieures, l'Union européenne a répondu à la RPA que tous les mois ont été payés. Depuis la suspension de la coopération avec le gouvernement burundais en 2016, l'Union européenne envoie les salaires des troupes burundaises à MISOM, à l'Union africaine, qui se charge de transférer ces salaires sur les comptes de chaque militaire. L'Union européenne assure que tous les mois ont été rémunérés et régulièrement même si certains bataillons n'ont pas perçu tout leur salaire et les réclament toujours. Et en page santé, réception ce lundi d'une somme de 465 000 € octroyée par l'Union européenne au gouvernement burundais destinée à la lutte contre le virus d'Ebola. Ces fonds seront déboursés via l'Organisation mondiale de la santé et serviront dans 4 districts sanitaires frontaliers avec la République démocratique du Congo, pays dans lequel est signalée cette maladie. Plus de détails avec Emmanuel Nyungeko. Prévu pour aider le Burundi à riposter contre la maladie à virus Ebola, ce financement de 465 000 € annoncé le 21 août dernier transitera par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. Selon le communiqué sorti ce 3 septembre, cette aide servira à renforcer les capacités de coordination, de surveillance et de lutte contre la maladie à virus Ebola dans 4 districts sanitaires frontaliers avec la RD Congo, des districts considérés comme des zones à haut risque. Bien qu'aucun cas de maladie à virus d'Ebola n'ait été encore déclaré au Burundi, le pays a relevé le niveau de préparation à la suite de la déclaration par l'OMS de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo comme une urgence mondiale. C'est dans ce cadre que plus de 1000 prestataires travaillant dans les districts prioritaires sur 4320 prévus furent vaccinés contre l'Ebola. Selon Christos Stylianide, commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, également coordinateur de l'Union européenne pour les
l'Ebola, il est primordial de traiter non seulement les cas touchés en RD Congo, mais également intensifier les efforts pour empêcher la propagation de la maladie aux pays voisins comme le Burundi pour que la lutte soit efficace. Cette autorité a également fait savoir que tout a été mis en œuvre pour éviter une nouvelle propagation du virus mortel. Selon le docteur Walter Kazadi Mulombo, représentant de l'OMS au Burundi, ce financement vient à point nommé et permettra à renforcer le niveau de préparation dans les 4 districts ciblés et aussi contribuer au renforcement des capacités de prévention et de contrôle des infections et de surveillance transfrontalière, conformément au plan de contingence adopté par le gouvernement du Burundi et les autres partenaires. La maladie à virus Ebola a été signalée en RD Congo depuis septembre 2018. Selon les chiffres de l'OMS, cette maladie a déjà coûté la vie à plus de 2000 personnes sur les 3000 qui l'ont contractée. Dans l'entretemps, depuis le début de ce mois de septembre, 8 nouveaux cas ont déjà été confirmés par l'OMS. Merci Emmanuel Nyongeko. Parlons à présent politique. Le président sud-africain condamne avec fermeté les violences xénophobes ciblant les étrangers qui font du commerce dans ce pays. Des personnes ont péri et des biens ont été emportés durant ces violences qui ont éclaté depuis dimanche. Cyril Ramaphosa précise que ces violences sont intolérables et contraires aux valeurs de la nation arc-en-ciel. Également, il a demandé aux forces de l'ordre de sévir contre les auteurs de ces violences. Cyril Ramaphosa est traduit par Innocent Valentin Singilangabo. Now I'd like to condemn the violence that has been spreading around a number of provinces in our country in the strongest terms. Je voudrais condamner avec la plus grande fermeté la violence qui s'est répandue dans plusieurs de nos provinces. Les attaques visant des commerçants étrangers sont totalement inacceptables. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être permises en Afrique du Sud. Les gens qui font leur propre commerce sont attaqués. Leurs commerces sont détruits, pillés et incendiés, des choses qui sont contre nos valeurs. Il ne peut y avoir aucune justification, peu importe les différends que les gens peuvent avoir. Ils ne peuvent pas aller attaquer les étrangers parce que quand ils font cela ici, ils doivent comprendre que les citoyens sud-africains seront attaqués dans d'autres pays. Because when they do so here, they should also know that fellow South Africans will be attacked in other countries. We are a country that is completely committed against xenophobia. Nous sommes un pays qui est totalement engagé à combattre la xénophobie. Nous ne pouvons pas autoriser ni tolérer des attaques dirigées contre les citoyens d'autres pays africains ou tout autre pays. Et je voudrais recommander aux forces de sécurité, particulièrement à la police, de stopper ces violences commises dans plusieurs endroits. Nous voulons que les forces de sécurité continuent l'arrestation des auteurs de ces violences pour en finir avec ces attaques. C'était le président de l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains qui tuent leurs frères de race noire sont en train de ternir l'image de Nelson Mandela et l'image de leur pays parmi les plus émergents du continent africain. Réaction de l'ancien vice-président par rapport à la recrudescence de la xénophobie dans ce pays. Pour Frédéric Bamvuginyumvila, les autorités de ce pays devraient prendre des mesures draconiennes au-delà de la simple dénonciation de ce comportement. Suivez. L'Afrique du Sud est un pays qui s'appelle un pays émergent, qui essayait de sortir la tête de l'eau, de la misère, des problèmes ethniques, des problèmes sociaux, des problèmes politiques. Mais voilà qu'un jour, il y a justement une manifestation d'un comportement d'antan, un comportement insupportable. Comme aussi on disait, on chasse le naturel, il revient au galop. C'est incroyable que du pays des leaders Mandela, il y ait un tel comportement, surtout des gens, des fois, qui se réclament de Mandela. Ça, c'est la première considération. La deuxième considération, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud, ils se montraient un pays importateur de ceci, exportateur de cela, qui participait dans des réunions internationales, dans des forums internationaux, et où pratiquement, on pouvait se dire que c'était un phare de l'Afrique. Mais malheureusement, on voit un tel comportement démontre que finalement, l'Afrique du Sud n'a pas encore décollé. Parce que décoller suppose le changement de comportement. Ce sont des Africains qui s'entretuent,
Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore compris une dimension importante de l'humanité. L'Europe comprend la dimension humanitaire de l'homme. Et voilà qu'il y a des lois qui sont respectées, même si on est différent des couleurs, on est accepté, on est intégré. Et voilà, comment est-il possible que des gens des pays de la SADC s'entretuent? C'est vrai, le président de la République dénonce un tel comportement. Mais moi, je dis que dénoncer, c'est une chose. Le rôle de l'autorité n'est pas de dénoncer, mais plutôt de prévenir pour qu'une telle situation n'arrive. C'est pour cette raison que l'on a le service de renseignement. C'était Frédéric Bamvoguignumvila. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir ce journal en nous écrivant sur le numéro WhatsApp de la RPA, plus 49 551 294 16 348. En page agriculture, l'espoir d'avoir de l'engrais chimique s'amenuise de plus en plus chez les agriculteurs de l'Est du Burundi. Depuis presque un mois, ces agriculteurs ont déjà payé l'argent, mais n'ont pas encore d'engrais chimiques. Normalement, le paiement s'effectuait à la réception de cet intrant. Plus de détails avec Muriel Kezakiman. Les agriculteurs de l'Est du pays craignent de ne pas avoir de l'engrais chimique alors qu'ils ont déjà payé les frais d'avance. Cet agriculteur de la province Ruyigi précise qu'auparavant, le paiement se faisait à la réception de l'intra. Actuellement, ces agriculteurs n'ont plus d'espoir de recevoir ces intrants, car après le labour, ils doivent les s'aimer, précise-t-il. Nous sommes inquiets car nous donnons notre argent sans recevoir cet engrais. Nous sommes en pleine période de pluie. Nous devrions commencer à semer, mais avec la carence de ces intrants agricoles, c'est impossible. Nous sommes obligés de donner notre argent pour ne pas regretter plus tard si la distribution est faite. Ce manque de l'engrais chimique est également signalé dans les provinces de Changuzo et Rutana. Merci Muriel Kezakimana. Et en page environnement, depuis le début de cette saison pluvieuse, il s'observe des immondices aux odeurs nauséabondes dans et autour du marché de Kamenge. Les commerçants de ce marché demandent que des mesures rigoureuses soient prises pour la salubrité de ce marché. Les détails avec Balthazar Miburo. En empruntant le chemin qui descend vers le marché de Kamenge, on tombe sur les eaux stagnantes où flottent des sachets et des bouteilles en plastique ainsi que des restes d'aliments pourris éparpillés le long de ce chemin. Cela n'empêche la circulation des vendeurs, des clients, des taxis vélos, des taxis motos vers ou en provenance de ce marché. À l'entrée du marché sont érigés des petits restaurants et des brasiers pour la grillade. Les voitures passant à cet endroit roulent lentement pour ne pas jeter de la boue aux passants obligés de patauger dans cette boue mêlée aux ordures. Un habitant de Kamenge, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, indique que les habitants ont peur d'attraper les maladies des messages suite à l'insalubrité de ce marché, surtout durant cette période pluvieuse. À l'intérieur du marché, et plus précisément dans la partie réservée à la vente des légumes, dans les conduits d'eau sommaires des restes des marchandises et des légumes qui, par la suite, deviennent des ordures puisque les gens les piétinent et sommaires aux eaux usées. Les vendeurs et les clients de ce marché demandent aux responsables du marché de Kamenge de veiller à la salubrité de ce marché. Balthazar Miburo, dernier dossier de ce journal avec la page sport. Le match qui opposait le Burundi et à la Tanzanie cet après-midi au stade Ntwari à Bujumbura s'est soldé sur un score nul d'un but partout. Le match retour se tiendra en Tanzanie la semaine prochaine. Les Inhamba du Burundi et les Taifa Stars de la Tanzanie ont croisé le fer dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football de 2022 qui aura lieu au Qatar. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de ce journal de ce mercredi 4 septembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.